Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve dans une luminosité plutôt pénible à regarder, je sais, mais je tourne cette vidéo assez tard, doit être 19h30, j'ai pas l'habitude de tourner aussi tard, mais je vous ai promis une vidéo pour demain matin 8h, donc il est temps de s'y mettre. Je vous retrouve pour mon bilan lecture du mois d'août 2023, c'est la raison pour laquelle je tourne aussi tard, puisqu'on est le 31 août et que je viens de terminer ma dernière lecture qu'il fallait absolument que j'inclue dans ce bilan parce que je suis un petit peu maniaque, très maniaque même. Je vais vous spoiler un petit peu la vidéo de la semaine prochaine avec cette lecture, mais c'est pas grave. Vous garderez quand même un petit peu la surprise du concept qui arrive. Ce mois d'août a été un petit peu en dents de scie dans la mesure où j'avais vraiment du mal à avancer dans mes romans au début du mois. C'est la raison pour laquelle j'ai lu énormément de graphiques en début de mois que je vais vous présenter en premier. J'avais commencé énormément de romans. Et une fois en vacances, je me suis vraiment mis pour objectif de tous les terminer. Donc il y a une avalanche de romans à la fin, ne vous inquiétez pas. Je crois que j'ai lu 11 livres ce mois-ci, graphiques et romans compris, de plein de genres différents. Il y a eu des lectures qui m'ont beaucoup marqué, donc j'espère que ce bilan vous plaira. Et on commence en particulier avec une saga qui a pris une place déjà très grande dans mon cœur puisque je l'ai trouvée absolument magnifique. Il s'agit de Aria the Masterpiece de Kozue Amano. J'ai donc lu le premier tome et le deuxième tome. Ça me fend un petit peu le cœur puisque cette saga, dans sa version Masterpiece et dans sa version originale Aria, n'est plus commercialisée à l'heure actuelle. Donc je peine à trouver le tome 5. Heureusement Laura, si tu passes par là, encore merci, me l'a prêté pour que je puisse continuer la saga. Mais c'est assez compliqué de se les procurer et c'est vraiment dommage parce que j'ai passé un très bon moment de lecture en découvrant ces deux premiers opus. Dans cette histoire, on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Akari. Et Akari, c'était une terrienne jusqu'à ce qu'elle décide de s'exiler sur Mars. Mars qui est devenue une planète terraformée. Et elle va emménager dans la Nouvelle Venise, qui est donc une ville qui, à l'image de la Venise de la Terre, est engloutie sous les eaux d'une certaine manière. Et Akari, elle rejoint cette ville justement parce qu'elle veut devenir gondolière. Alors dans le texte, on ne dit pas gondolière, on dit ondine, c'est un mot propre à l'univers, mais globalement, vous avez saisi l'idée. C'est une saga qui est assez contemplative, c'est une saga un petit peu tranche de vie, mais dans un univers de science-fiction. C'est ce que j'ai aimé cette ambivalence en fait qui règne au sein de ces pages. J'ai trouvé que les ouvrages étaient d'une beauté sans nom, on est donc sur des mangas grand format et les dessins sont absolument sublimes. Il faut absolument que je vous retrouve certains dessins en couleur qui m'ont absolument émerveillée. Voilà, donc tous les dessins ne sont pas en couleur bien sûr, mais une partie le sont, et de toute façon même les dessins en noir et blanc sont absolument sublimes. Donc je vous encourage absolument à découvrir cette saga, même si c'est un petit peu tordu de ma part puisqu'ils ne sont plus commercialisés à l'heure actuelle. Il faut quand même être bien conscient du fait que ça reste assez contemplatif, donc si vous n'aimez pas les livres dans lesquels il n'y a pas vraiment d'action, n'y allez pas, bien sûr, vous risqueriez de ne pas aimer. Pour autant, je trouve que c'est une saga qui est assez riche en termes d'histoire, en termes de réflexion, en termes d'univers aussi bien sûr. Je trouve que cette planète Mars terraformée est extrêmement intéressante. Elle nous permet d'aborder plein de sujets et puis d'apporter de nombreux personnages assez diversifiés que je trouve très intéressants. Donc j'ai pris un immense plaisir à découvrir ces deux premiers tomes et il me tarde vraiment de connaître la suite que j'ai, donc je vais la lire incessamment sous peu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà découvert cette saga, puisqu'à une époque c'était un petit peu la saga de manga numéro 1, je la voyais passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous la connaissez et à me donner votre avis dessus, mais en tout cas pour ma part ça a été une réelle réussite. Ensuite, un autre graphique qui a su trouver sa place dans mon cœur, de même que le prochain. Vraiment, j'ai eu de merveilleuses lectures graphiques ce mois-ci, j'en suis vraiment ravie. Donc pour la suite, on est sur une thématique tout à fait différente, avec une approche et une narration parfaitement différentes aussi. Je vais vous parler du tome 1 du Sad Ghost Club de Liz Meddings. On est sur un graphique qui ressemble à ça. Et là vous vous dites, mais il n'y a que des fantômes. Oui, puisque dans cette histoire, de manière à représenter l'humanité en tant que telle, et pas spécifiquement un humain genré, ou en tout cas identifiable par quelques caractéristiques physiques que ce soit, l'autrice a décidé de représenter ces personnages sous la forme
de fantômes. À travers ce roman graphique, dont le premier tome est disponible en français, mais les 2 suivants ne le sont pas encore, c'est pour ça que je les ai achetés en anglais d'ailleurs. On va donc suivre un personnage qui n'est donc pas genré, et justement le livre utilise l'écriture inclusive pour parler de ce personnage. C'est vraiment un roman graphique qui nous parle d'identité, c'est un roman graphique qui nous parle de santé mentale aussi beaucoup, et j'ai adoré la façon dont c'est fait. J'ai vraiment pas envie de vous en dévoiler beaucoup parce que ça se lit vraiment très très vite, mais j'ai trouvé que les réflexions qui étaient proposées au travers de ce personnage et de l'univers dans lequel il évolue, qui est un univers classique contemporain, mais qui est amené d'une manière qui le rend particulièrement intéressant, je trouve, autour de la thématique, qui n'est pas la thématique la moins répandue de la littérature, surtout en ce moment, mais je trouve que l'approche qui en est faite ici est vraiment, vraiment intéressante. Je vous encourage vraiment à le découvrir si vous êtes curieux ou curieuse, parce que, encore une fois, ça se lit très vite, donc j'ai pas envie de vous en dire beaucoup, mais cette histoire en niveau de gris, cette histoire qui nous présente tout un panel de personnages représentés sous la forme de fantômes, je trouve que l'idée est extrêmement intéressante et surtout qu'elle véhicule des réflexions qui sont vraiment primordiales pour parler justement des questions d'identité et de santé mentale. Donc pour moi c'est une vraie réussite, ça faisait un moment que j'en entendais parler dans la sphère anglophone et ça faisait un moment que je l'avais vu en librairie anglophone sans vraiment me pencher dessus, et là je me suis dit que c'était le moment pour enfin le découvrir et je ne regrette absolument pas parce que voilà, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 donc forcément ça m'a beaucoup plu. Et j'ai vraiment apprécié la manière dont les thématiques sont amenées dans ce roman graphique. Ensuite on continue avec vraiment un graphique qui m'a particulièrement convaincue et même je pense que je peux dire que c'est vraiment un coup de cœur. J'ai été vraiment à fond dans ma lecture. Alors pour la petite anecdote, j'ai trouvé cette BD au rayon produits bretons, culture bretonne d'une librairie à Rennes, et c'est d'abord les graphismes qui m'ont happé, qui ont attiré mon œil. Mais c'était sans compter une histoire que j'ai trouvée absolument génialissime. Je vous parle de Brume, de Jérôme Pellissier et Karine Inder. Déjà, voilà, on a une couverture qui est magnifique, qui brille de mille feux avec un petit peu de vernis sélectif. Et j'ai trouvé cette histoire absolument drôlissime, dont j'ai juste envie de connaître la suite en fait, parce que j'ai tellement rigolé. C'était un trop bon moment de lecture passé en compagnie des personnages. Dans cette histoire, sans trop vous en dévoiler encore une fois, puisque bande dessinée donc très court, on va suivre une petite fille qui vit dans un village qui est inspiré par ailleurs du village de Rochefort-en-Terre en Bretagne. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai visité ce village une semaine avant de découvrir la BD et que sans le savoir, c'était donc inspiré de ce village que j'avais découvert la semaine précédente. Donc la coïncidence était assez folle, et surtout encore pire que ça, la BD est basée sur la légende de la sorcière Naya, qui est une sorcière qui aurait vécu à Rochefort-en-Terre. Et j'ai justement visité le musée Naya à Rochefort-en-Terre, qui est un musée qui est consacré aux cultures de l'imaginaire. Et là je retrouvais pile poil la légende dont je n'avais jamais entendu parler avant dans la bande dessinée. Donc vraiment la coïncidence était assez folle. Donc on va suivre cette petite fille qui est persuadée d'être une sorcière mais qui n'a pas vraiment de don particulier, hein, clairement. Elle va se lancer dans une quête accompagnée d'un petit cochon qui est son petit assistant. Elle va rencontrer un dragon bien sûr comme vous pouvez le voir sur la couverture, mais avant tout c'est vraiment une histoire de quête. Alors on est sur une bande dessinée jeunesse clairement, mais c'est excessivement drôle et c'est pour moi le plus gros point fort de cette bande dessinée, outre les graphismes que j'ai trouvé géniaux. Je vous montre une planche que je trouve particulièrement belle. Voilà. Donc c'est la planche où on découvre le dragon justement. Les couleurs sont magnifiques, les traits sont sublimes. Vraiment, j'ai adoré cette bande dessinée, ça a été un gros coup de cœur, j'ai passé un trop bon moment avec ma lecture. Et justement, j'ai apprécié cette petite touche de culture bretonne qui était inclue, en plus du fait que c'était une vraie coïncidence par rapport à ma vie à ce moment-là. Vraiment, j'ai adoré, donc je vous la recommande absolument. Si vous appréciez les graphiques jeunesse, bien sûr. Et même si vous n'appréciez pas particulièrement ça, je trouve que justement cette bande dessinée s'inclut dans une dynamique qui fait que même un adulte pourrait clairement l'apprécier, tellement c'est drôle et bien pensé. On continue avec un graphique dont vous avez probablement entendu parler si vous êtes sur la sphère du booktube, puisqu'il s'agit de la toute nouvelle sortie des éditions Les Trois Nornes, qui est donc la maison d'édition de Lorraine, qui tient la chaîne booktube Les Mots de l'Imaginaire. Il s'agit de La Forêt aux Fleurs d'Or de H. Poindal et Rosanne Grosjean. Normalement vous en avez entendu parler, si ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un recueil de contes, qui rassemble donc 2 contes, dans lesquels on va voir évoluer des personnages qui sont des animaux de la forêt, et qui a un univers plutôt très onirique, avec de très très belles illustrations. Je vous en montre
une. Je vous montre celle que Lorraine montre en général pour éviter de trop spoiler, parce que je trouve que la découverte vaut le détour. Je crois que Lorraine a l'habitude de montrer celle-ci, ou en tout cas des illustrations sur lesquelles on peut voir la petite renarde blanche qui est le personnage principal du premier conte. Je ne vais encore une fois pas trop vous en dire puisque je pense que c'est important que vous le découvriez par vous-même, mais c'est un ouvrage d'une qualité que je trouve vraiment appréciable. On est sur un ouvrage qui est fabriqué en France. J'avoue que j'aime bien l'éthique derrière, surtout j'étais très curieuse de savoir où est-ce que ça avait été imprimé. Ça c'est ma déformation professionnelle bien sûr, mais j'étais très étonnée de voir qu'on pouvait faire de si beaux ouvrages en France parce que c'est assez rare. Il est beau d'un point de vue de l'ouvrage, il est beau d'un point de vue de la mise en page qui est sincèrement magnifique. Je l'avais acheté dans le cadre de la campagne Ulule, donc je suis vraiment contente d'avoir pu contribuer à l'élaboration d'un tel projet. J'ai passé un très bon moment de lecture avec les deux contes que je trouve très bien pensés puisqu'ils ont des morales. Les graphismes sont tout bonnement incroyables. On est sur des dessins à l'aquarelle avec une grande finesse et une justesse dans le trait et les couleurs. C'est vraiment un très bel objet. Si vous hésitiez peut-être à l'acheter puisque vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, n'hésitez plus parce que vraiment il coûte un petit peu cher. Je crois que c'est 25 € de mémoire. Mais pour une telle qualité d'ouvrage, sur un ouvrage imprimé en France, je trouve que le prix se vaut. C'est une lecture à la fois pour les enfants, pour les adultes, puisqu'il y a différents niveaux de lecture. J'ai l'impression que je reprends ce que dit Lorraine, mais elle a une bonne analyse de sa propre parution, je trouve. Les deux contes valent vraiment le détour en termes de morale et de thème, je trouve. On suit dans la première une petite renarde blanche qui va rencontrer un peuple un petit peu particulier. Et dans le deuxième conte, on va suivre un petit ourson qui a la particularité d'être né avec des poils d'or. Et qui va donc devoir s'assumer avec ça. C'était vraiment une très belle lecture et je vous la recommande tant par l'objet livre que pour les histoires. Bon, pour ceux qui n'aiment pas particulièrement les graphiques, on attaque avec les romans. Je vais commencer avec une lecture de science-fiction, plutôt hard science-fiction. Je vous en ai pas présenté beaucoup puisque c'est pas un genre que j'ai beaucoup dans ma bibliothèque, mais j'en ai acheté un récemment et je l'ai lu assez rapidement puisqu'il est assez court. Et c'est une maison d'édition que je n'avais pas encore lue. Par contre, je connais très bien la librairie puisqu'il s'agit des éditions critiques avec La Machine à aimer de Lou Jeanne. J'ai eu du mal avec ce roman, pourtant il est assez court, il fait 192 pages. J'ai eu du mal parce que je pense que c'était pas exactement ce que je recherchais avec lui. Pour autant, il y a de bons aspects qu'il faut absolument mettre en exergue en parlant de lui, mais il y a aussi des petites choses que j'ai à redire. Donc je suis assez mitigée dans l'ensemble. On est donc, comme je vous le disais, sur une hard science-fiction dans laquelle on va suivre, on va dire Nobod, même si ce personnage a différents noms au long du récit. Donc Nobod, c'est une intelligence artificielle qui est dans un robot, sauf qu'au début du récit, puisque l'intelligence artificielle menace, on va dire, l'humanité, il est décidé que tous les robots intelligents vont être coupés, arrêtés, et qu'on va les jeter dans une décharge. On est donc dans le futur évidemment de l'espèce humaine et de sa conquête de la technologie, clairement. Sauf que Nobod, eh bien elle subit un bug et elle n'est pas désactivée comme tous ses congénères. Elle va donc se retrouver dans une décharge, un petit peu en mauvais état, clairement, et elle va essayer de retrouver la civilisation, sauf qu'elle est quand même censée ne plus exister, donc il va falloir qu'elle se cache, et elle va avoir l'aide de plusieurs personnes au travers de son voyage. C'est globalement une histoire qui m'a plu dans l'ensemble en termes de thématique, mais je trouve que les choses ne sont pas toujours faites de la bonne manière, ou en tout cas de la manière dont moi je perçois les choses. Notamment on vend ce roman comme un roman qui parle d'identité et de questions de genre. J'ai pas tellement apprécié la façon dont c'était fait, puisque Nobod, donc ce genre au féminin, et à un moment donné dans le récit elle va se retrouver dans le corps d'un robot débile, c'est comme ça que c'est dit dans le texte, qui est de genre masculin. Donc il y a toute une question autour du genre à ce moment-là, elle se sent pas dans son corps. Et dans les faits, dit comme ça peut paraître bien fait. Moi, ça m'a pas complètement convaincue dans la manière dont c'était présenté. Donc je vous avoue que sur cet aspect-là, j'étais pas vraiment convaincue. Lou Jeanne a une écriture qui est assez incisive avec des phrases qui sont très courtes. Et je pense que ça peut gêner à la lecture si vous n'aimez pas ce type de narration, donc je vous préviens. J'avoue que ça donne un rythme et à la fois ça donne un aspect très saccadé qui peut ne pas plaire. Pour autant, c'est donc une histoire qui se déroule sur un petit laps de temps, pas forcément dans la temporalité du récit, mais en tout cas dans la narration en elle-même, puisqu'on est sur un roman assez court. Et je trouve que du coup, le fait que les phrases soient très courtes, ça cadre avec globalement la visée du récit.
Il y a des questions intéressantes, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, et surtout ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que pour une fois, on est globalement sur un roman qui va nous parler de l'environnement, mais pour une fois, au lieu de dire qu'on veut sauver la planète, et vraiment sauver la planète, en fait à l'heure actuelle, quand on dit qu'on veut sauver la planète, on veut simplement sauver l'humanité. C'est pour ça qu'en général on se retrouve sur des peuplades humaines qui partent au travers de la galaxie pour survivre puisque la Terre n'est plus viable. Là, on parle vraiment de sauver la planète et vous le découvrirez au cours du récit. Mais pour une fois, j'ai trouvé que le parti pris était très intéressant puisque on parle vraiment, pour le coup, de sauver la planète. Et je trouve que les choix scénaristiques qui ont été faits dans ce sens sont très intéressants. J'ai assez peu aimé la manière dont les personnages étaient décrits physiquement, ça m'a posé question. Après, personnellement, je n'ai pas les codes pour dire spécifiquement si la manière dont les mots sont employés sont bons ou pas, mais je pense que ça peut poser question. Donc n'hésitez pas à le lire et à m'en faire un retour si jamais c'est des questions qui vous intéressent. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu dérangée au cours de ma lecture. Donc voilà, il y a des aspects que j'ai trouvé très intéressants et des partis pris de l'autrice que j'ai trouvé très intéressants. À côté de ça, dans la réalisation, ça m'a moins convaincue et j'ai vraiment passé un long moment sur ce roman, malgré le fait qu'il soit assez court, parce que justement j'ai été un petit peu gênée par tous ces aspects dont je viens de vous parler qui sont plutôt des aspects négatifs pour moi. Je trouve ça important qu'il existe parce qu'encore une fois, il a cette idée de justement retourner la situation quand on parle de sauver la planète et sauver l'environnement. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant et je trouve ça bien qu'un tel récit existe dans la littérature. Et pour le reste, j'avoue que je suis assez mitigée dans l'ensemble et ça m'empêchera pas de lire d'autres romans des éditions critiques, mais pour le moment j'avoue que c'est pas le récit qui me convaincra le plus de toute la pile que je vous présente aujourd'hui. On continue avec une science-fiction, mais alors pas du tout dans le même genre, puisque je vais vous parler de Félicratie de H. Lenoir. Et vous voyez déjà le sourire que j'ai à vous parler de ce roman, puisque je me suis littéralement tapé des barres à lire ce roman. C'est une science-fiction comique, comme on en fait rarement, et je trouve que H. Lenoir réalise parfaitement ce contrat. J'ai d'ailleurs le tout nouveau roman de l'autrice qui vient d'arriver dans ma pile à lire et je n'ai qu'une hâte de le commencer parce que j'ai tellement adoré Félicratie que je pense que le prochain me plaira aussi, en tout cas j'espère. Dans Félicratie, on suit une situation parfaitement rocambolesque dès le début puisque on est avec Yacine, qui est un jeune homme de 16 ans, qui est en fait animal domestique pour les aliens. Rembobinons un petit peu, en 2027, les aliens ont envahi la Terre, ils ont globalement exterminé les humains, mais ils n'en ont gardé qu'un petit pourcentage pour en faire leurs animaux domestiques, de la même façon que nous le faisons avec nos chats, littéralement. Puisqu'ils s'occupent des humains en leur coiffant les cheveux, en les habillant avec des pyjamas pilous, en les promenant en laisse dans la rue. Voilà. J'ai trouvé le parti pris et le contexte initial de ce roman absolument génialissime. C'est évidemment extrêmement drôle puisque les personnages se retrouvent dans des situations abracadabrantesques, mais qu'ils ont la capacité de tourner le tout en dérision. On suit deux personnages en point de vue alterné et on suit en particulier leurs journaux intimes, donc c'est vraiment écrit de la manière dont un adolescent de 16 ans écrirait son journal intime. La narration peut être plus travaillée et on va les suivre parce que les aliens que l'on découvre au début du récit n'ont qu'un seul point faible. Ils sont allergiques aux chats. C'est-à-dire que même au-delà d'être allergiques, ils explosent lorsqu'ils sont en contact avec des chats. Donc ils ont, en plus d'avoir exterminé l'humanité, exterminé les chats, bien évidemment. Sauf que Yacine, un jour dans la cave de son immeuble, avec le deuxième personnage que l'on suit, qui s'appelle Rose, qui est donc sa colocataire, sa co-animal domestique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, son ami tout simplement, ils vont découvrir une portée de 4 chatons dans la cave de leur immeuble. Sauf que qu'est-ce qu'ils peuvent bien en faire? Ils ont peur de gâcher l'opportunité d'avoir des chats qui peuvent potentiellement exterminer les aliens qui les gardent prisonniers en fait. Ils vont donc décider de contacter Diego, qui est un peu le mafieux du coin, qui va trouver, lui de son côté, une base secrète où les humains se rassemblent pour faire la révolte, clairement, et où ils ont donc rassemblé plein de chats pour les aider dans cette révolte. Ça va être donc l'histoire de cette quête entre Rose, Yacine et Diego qui vont partir avec non pas 4 mais 5 chats jusqu'à, je crois que c'est Vierzon,
où la base secrète est située. Il y a donc toute une histoire d'évasion, puis de quête à travers la forêt. Vraiment, ça n'a aucun sens, mais c'est extrêmement drôle, complètement barré, et c'est ce que j'ai apprécié puisque je trouve qu'on manque de récits barrés en littérature. Rose est beaucoup plus cadrée et dans les faits que Yacine ne peut l'être, mais les deux sont extrêmement intéressants à suivre. J'ai passé vraiment un excellent moment de lecture en compagnie de ces personnages. Je trouve que l'histoire, mine de rien, malgré le côté complètement barré, tient la route. Je dirais pas que c'est crédible, parce que voilà, on reste quand même sur une histoire avec des aliens, mais ça fait sens globalement dans le contexte du récit. J'ai passé un trop bon moment de lecture, et si vraiment vous avez envie de rire et en même temps de lire de la science-fiction et en même temps de lire un livre avec des chats, allez-y. Par contre, j'ai trouvé la fin affreuse. Je m'attendais tellement pas à une fin pareille. C'est plutôt ambitieux et courageux de la part de l'autrice, donc chapeau, vraiment. Mais j'ai passé un trop bon moment de lecture et je suis trop contente de l'avoir enfin découvert. Ça faisait 1000 ans qu'il était dans ma pile à lire. Et voilà, j'ai enfin franchi le pas et je vous encourage à faire de même. Beaucoup moins drôle. On va attaquer une lecture qui m'a presque fait pleurer, hein. Vous savez que c'est pas vraiment dans mes habitudes, mais j'avoue qu'en terminant ce récit, j'avais vraiment les larmes aux yeux, notamment dans la note de l'autrice à la fin. C'est un roman, quand je vous en ai parlé en book haul, je vous ai dit que j'étais pas certaine que je vous en ferais une chronique, le moment venu, parce que j'avais déjà besoin de trouver le bon moment pour le découvrir. Je l'ai acheté il y a 2 ans, ce livre. J'ai enfin trouvé le courage et le bon moment pour me lancer dedans, et ça a été compliqué. J'ai mis du temps à le lire parce que il a vraiment fallu que je sois en phase avec moi-même pour avancer dans cette histoire. Pourtant, il n'était pas très long en audio, il faisait une dizaine d'heures. Mais je l'ai vraiment apprécié, je l'ai fait durer dans la longueur parce que j'avais besoin de ce récit à ce moment-là, on va dire. Sans plus de suspense, hein, j'ai lu How to Make Friends with the Dark de Kathleen Glasgow, qui est donc un livre en anglais qui n'est pas encore paru en français. Mais je crois que l'un des autres livres de l'autrice qui s'appelle Girl in Pieces vient de sortir en français, donc peut-être qu'on peut avoir l'espoir que celui-là sortira très bientôt. J'adore la couverture, je trouve ce livre très beau. C'est un récit dans lequel on va suivre une jeune fille qui s'appelle Tiger. Tiger, au début du récit, c'est une adolescente tout à fait normale, sauf qu'elle ne connaît pas son père, elle vit simplement avec sa mère. Elle va avoir une altercation, sauf que juste après l'altercation, sa maman va décéder. Donc on va suivre la vie de Tiger qui est complètement bouleversée par cet événement. Elle va se retrouver notamment placée en famille d'accueil et on va suivre tout le cheminement qu'elle va avoir dans les semaines qui vont suivre le décès de sa maman et comment elle va surmonter toutes les épreuves qui se dressent face à elle. Par bien des aspects, ce roman a résonné en moi, il m'a parlé pour les thématiques dont il traite et notamment le deuil d'un parent. C'est un récit que je trouve profondément vrai dans la manière dont les choses sont dépeintes. Il y a plein d'aspects que je ne connais pas et dont je ne peux pas attester la véracité, notamment tout ce qui va avoir attrait au placement en foyer et en famille d'accueil, mais pour tout ce qui va être de l'affect et des sentiments qui sont liés à la perte d'un être cher, ça m'a vraiment parlé et j'ai trouvé que les mots de Kathleen Glasgow étaient particulièrement forts et pertinents pour le propos. Globalement, il n'y a pas grand chose de plus qui se passe dans ce roman, si ce n'est vraiment la reconstruction de Tiger, en tout cas le début de sa reconstruction, puisqu'on ne peut pas se reconstruire aussi rapidement après une telle perte. Mais en tout cas, on suit le processus qu'elle va suivre. Heureusement, elle va découvrir par la force des choses qu'elle a une demi-sœur, et cette demi-sœur va se proposer pour la prendre en charge. Donc il y a autant des aspects positifs dans sa vie que des aspects très négatifs dans ce qui lui arrive suite au décès de sa maman. Mais j'ai trouvé que le tout était très nuancé, vraiment crédible dans la façon dont Tiger réagit à tout ce qui lui arrive. Il y a de très belles amitiés dans ce roman, avec notamment sa meilleure amie Cake, qui est très proche d'elle. Elle va aussi se lier d'amitié avec un garçon qu'elle rencontre en famille d'accueil, que j'ai trouvé juste vraiment magnifique. Elle va avancer sur le chemin de la reconstruction, mais ce chemin est semé d'embûches. Ce chemin, il peut y avoir aussi des moments où elle doit descendre dans un précipice pour mieux remonter ensuite. J'ai adoré, comme je vous le disais, vraiment la véracité qui se cache derrière le propos. Alors je comprends, suite à la note de l'autrice, pourquoi elle dépeint si bien toute cette question-là. C'est un roman qui pose aussi différents questionnements, qui parlent de différents thèmes au-delà du deuil. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ma lecture, mais au-delà de l'avoir adoré, je l'ai intériorisée et je l'ai particulièrement comprise de par mon expérience personnelle.
Je vous encourage vraiment à le découvrir, c'est un anglais qui est très simple, si jamais vous voulez vous lancer dans la version anglaise, je trouve qu'elle est parfaitement accessible, même avec un niveau moyen en anglais. Évidemment, il faut avoir le cœur bien accroché puisqu'il y a quand même des histoires assez terribles qui se déroulent, et à la fois, je pense que l'autrice a justement réussi à avoir un propos assez nuancé. On n'est pas dans un drama 100% où il arrive que des choses terribles à Tiger. Je trouve que justement l'autrice a mis en avant des personnages plus nuancés, des adultes notamment plus nuancés, et qui vont justement aider Tiger dans sa reconstruction. Je vous en dis pas plus parce que je risquerais de trop vous en dire justement, et je pense que ce roman mérite d'être découvert comme ça. Mais si vous avez envie d'un roman qui parle de la question de la reconstruction et du deuil, je pense que c'est l'un des exemples tout indiqués pour ça. Je vous le recommande vraiment, je trouve qu'il a une qualité dans la plume et dans les questionnements, les expériences qui sont présentées, absolument inédits, donc vraiment foncez dessus. Ensuite, j'ai lu un autre roman qui m'a tenu longtemps aussi, j'ai mis une semaine à le lire, mais je pense que j'avais besoin de prendre du temps pour le découvrir puisque je l'ai vraiment savouré de cette manière. C'est une toute récente sortie qui sort complètement de mes genres habituels de lecture. Il s'agit de Demain et Demain et Demain de Gabrielle Zevin, qui vient de sortir chez les éditions Fleuve. Je pense que c'est la première fois que je lis un roman des éditions Fleuve, c'est pour vous dire. Dans ce récit, on va parler globalement d'amour, mais d'amour sous plein de formes différentes. On va suivre les personnages de Sam et Sadie qui se rencontrent quand ils ont respectivement 12 et 11 ans. Ils se rencontrent dans le contexte de l'hôpital. Sam a eu un accident et Sadie a une grande sœur qui est malade, et donc ils se rencontrent par la force des choses dans la salle d'attente de l'hôpital, et ils vont nouer une très belle amitié en tant qu'enfants passionnés de jeux vidéo. Sauf qu'il va se passer un événement qui va faire qu'ils vont s'éloigner, et on les retrouve plusieurs années plus tard quand ils sont à l'université et qu'ils se recroisent à Cambridge, puisque là on a un qui est à Harvard et l'autre au MIT. Et on va donc les suivre dans la reconstruction de leur relation d'une certaine manière. Ça se passe dans la fin des années 90 et les années 2000, et j'ai trouvé cet aspect très intéressant puisque je trouve que les années 60, 70, 80 ont souvent le vent en poupe dans les histoires, mais je retrouve moins les esthétiques et l'atmosphère des années 90-2000 en général. Donc j'étais très contente de la retrouver ici, je trouvais que l'esthétique était très intéressante et très bien retranscrite. C'est un roman qui nous parle, donc je vous le disais, d'amour, puisqu'on va suivre donc la relation de Sam et Sadie à travers les années, clairement des hauts et des bas, des dramas et des reconstructions. D'une certaine manière, ça m'a fait penser un petit peu à Normal People de Sally Rooney. Je n'ai pas lu le roman, mais j'ai vu la série. À savoir que je n'ai pas du tout aimé Normal People. Désolée. Mais d'une certaine manière ça m'a fait penser à ça dans la frustration qui est générée par la relation entre les personnages. Pour autant là on n'est pas sur une relation d'amour amoureuse, il n'y a pas de relation charnelle, on parle pas de s'embrasser et de se déclarer comme couple, on parle vraiment d'une fille et d'un garçon qui s'aiment profondément et qui se connaissent profondément l'un l'autre, qui vont devenir associés par la suite et créer une entreprise pour créer des jeux vidéo justement. Mais il n'y a pas que ça, vraiment c'est toute la relation qui va se créer autour de ça qui est assez profonde à mon sens et que j'ai trouvé vraiment très belle. Bien sûr il va y avoir des hauts et des bas, on a beaucoup de flashbacks dans le passé pour comprendre ce qui les a amenés à la vie qu'ils ont à l'heure actuelle. La narration est très intelligente dans ce roman, au même titre que les questions qui sont posées et les réflexions. Ce roman il est profondément en adéquation avec mes valeurs et mon éthique en termes de questionnement et de thèmes je dirais. J'ai vraiment apprécié ma lecture puisque j'ai trouvé particulièrement passionnante dans la manière dont elle traite des questions par exemple de genre, de sexualité dans un contexte comme les années 90-2000. J'ai adoré la façon dont le livre dépeint la relation entre Sam et Sadie qui est parfois, même toujours, très complexe. Bref, c'était plutôt une réussite. Je m'attendais pas à autant l'aimer et surtout je m'attendais pas à ça en fait, parce que j'avais pas vraiment lu le résumé, j'en avais beaucoup entendu parler sur l'aspect anglophone et c'est pour ça que je me le suis procuré à sa sortie. Mais je m'attendais pas à trouver ça et j'étais curieusement surprise en bien. C'était original, très original, l'esthétique du roman est vraiment magnifique, la narration est magnifique, les personnages sont très intéressants et très travaillés. Il y a plein de questionnements au travers de ce roman, plein de thèmes, je vous invite vraiment à le découvrir. J'ai pas envie de trop en dire mais vraiment je pense que ce qui peut vous donner envie de le lire c'est à la fois l'esthétique années 90-2000 que je trouve extrêmement bien retranscrite avec en plus cette notion de jeu vidéo. Attention, je suis parfaitement néophyte en termes de jeux vidéo et pourtant j'ai apprécié, c'est très ludique, c'est présenté de manière à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde,
clairement, même si j'ai fait un petit peu d'informatique, je pense que ça peut être compréhensible pour tout le monde. Bref, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture, j'ai trouvé ce roman très intelligent, et si jamais vous avez envie de ce type de récit un peu complexe, au niveau de la plume, j'ai trouvé ça même assez complexe, quand il fallait que je me plonge dedans, il fallait vraiment que je sois concentrée, parce que je trouve qu'il demande une exigence en termes de lecture que je ne trouve pas forcément toujours dans mes lectures, donc j'étais très contente de la retrouver ici. Il y a plein de questions extrêmement intéressantes, je les ai pas toutes listées, mais vraiment, découvrez-le sans trop en savoir, je pense que ce que je vous en dis là maintenant vous suffit pour comprendre un petit peu dans quoi vous vous lancez. N'hésitez pas, c'était vraiment une très très belle lecture. Et pour terminer, donc je vous spoil un petit peu la vidéo de la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Je me suis lu le diptyque London and Shay de Brittany C. Cherry, qui est une new romance qui fait suite à Eleanor and Gray, dont je vous avais parlé dans mon bilan du mois de juin. J'ai donc lu le tome 1 hier, le tome 2 aujourd'hui. Voilà, je les ai littéralement dévorés. Écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Évidemment, si je les ai dévorés, c'est que j'ai apprécié ma lecture, ça reste une new romance. Je vous le dis à chaque fois que j'en lis une. En termes de plume, justement, on n'est pas sur une plume très exigeante comme Demain et Demain et Demain, clairement. On est même sur une traduction qui est plutôt simpliste, je dirais. J'ai pas d'idée de ce à quoi ressemble la plume de Brittany C. Cherry en VO, faudrait peut-être que je la découvre. En tout cas, en termes de traduction, on est sur quelque chose de très très simpliste. Dans cette histoire, on suit donc London et Shay, qui sont donc deux personnages qui se rencontrent au lycée, qui se détestent à la base. On est un petit peu sur un enemies to lovers, et ils vont faire le pari l'un l'autre de réussir à faire tomber l'autre amoureux. C'était clair ou pas? Bref, je pense que vous avez compris. Donc ça part sur la base d'un pari, et finalement, les deux vont tomber dans le panneau, bien sûr. Les deux vont perdre et gagner leur pari, mine de rien. Et dans les romans de Brittany C. Cherry, en général, on a une première partie qui se déroule pendant la jeunesse des protagonistes et une deuxième partie qui se déroule pendant l'âge adulte. Dans cette histoire, ce que j'avais particulièrement apprécié, c'est que Brittany C. Cherry a décidé de scinder son histoire en deux, avec donc un premier tome qui se déroule pendant l'adolescence des protagonistes et un tome 2 qui se déroule à l'âge adulte. De par ce découpage, London and Shay s'arroge d'une problématique, je trouve, inhérente au récit de Brittany C. Cherry, qui est que je trouve que les histoires sont souvent pas trop développé, donc qui manque de crédibilité. Là au moins, comme on a vraiment plus poussé le développement de la relation, j'ai trouvé ça beaucoup plus crédible et cohérent. Donc j'ai particulièrement apprécié cette duologie, ce diptyque, parmi toutes les lectures que j'ai faites de cette autrice. Je commence à en avoir lu quand même pas mal, mine de rien. J'ai apprécié forcément cette histoire, puisque j'ai retrouvé ce que j'aime avec Brittany C. Cherry, l'attachement pour les personnages. Cette duologie était particulièrement bien de par les thèmes qu'elle aborde. On parle notamment de dépression au travers de ce diptyque, et notamment au travers du personnage de London qui est assez torturé et complexe. On retrouve forcément des clichés du genre, bien sûr c'est une évidence, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. L'autrice s'empare des clichés de manière intelligente, et surtout elle réussit comme d'habitude à les sublimer au travers de ses histoires. Bon, par contre, parlons du fait que les personnages de la couverture ne ressemblent absolument pas physiquement aux personnages de l'histoire. Vraiment, Hugo, je ne comprendrai jamais le travail éditorial qui est fait sur les romans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on prend toujours plaisir à découvrir des petites romances de cette sorte, ou en tout cas cette autrice en particulier. J'avoue que je lis assez peu d'autres autrices chez Hugo, à part C.S. Quill, Morgane Moncomble. Je crois que c'est à peu près les 3 seules autrices que j'ai chez Hugo. Bref, j'ai passé un bon lecture. Je dirais pas que c'est ma romance préférée, j'ai pas ressenti de petits pincements au cœur comme je peux avoir avec certaines romances qui s'érigent presque au niveau d'un coup de cœur, comme ça avait été le cas du tout début de Eleanor and Gray, qui était donc la partie jeunesse. Là j'ai pas vraiment eu cet attachement aussi poussé pour les personnages, pour autant je vois clairement la qualité du récit, et je pense que pour les personnes qui apprécient la new romance, et en particulier les récits de Brittany C. Cherry, qui sont un petit peu un genre à part je trouve de la new romance, cette saga est parfaitement indiquée pour vous. Vous trouverez ce que vous appréciez je pense dans la new romance, avec ses clichés et à la fois ses petites pointe d'originalité qu'elle arrive toujours à mettre dans ses récits. C'était une belle lecture et je suis contente de les avoir enfin lus, mais vraiment c'est toujours plaisant de découvrir un récit aussi fluide qui se dévore. On aime toujours les page-turners. Je suis fatiguée, je pense que c'est le fait d'avoir tourné aussi tard, la luminosité est vraiment terrible, je suis vraiment désolée. Mais c'est pour vous, c'est pour que vous ayez la vidéo demain comme promis. J'espère vraiment que ce bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres qui vous tentent particulièrement ou si vous les avez déjà lus. On est sur une sélection plutôt très variée je trouve. Ça manquait un petit peu de fantaisie,
Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça manquait un petit peu de fantaisie. Je vais essayer de remédier à ça le mois prochain. Bref, je m'excuse encore pour la piètre qualité de cette vidéo. J'espère que ça rendra mieux à l'écran d'ordinateur que ça ne l'est là dans mon retour caméra. Je vous laisse, il faut que j'aille m'occuper du montage, bien sûr. Je vous souhaite de très très belles lectures, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Bienvenue à tous les petits nouveaux qui sont arrivés suite à la vidéo de la semaine dernière, je suis très contente de vous accueillir sur l'Arche des Brumes. Et puis là-dessus, eh bien, je vous souhaite de très belles lectures encore une fois, plutôt 2 fois qu'une, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!